Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Contact Pro Live. Aujourd'hui encore, nous vous retrouvons en dehors de notre studio habituel. Donc, nous sommes un peu à l'extérieur où nous sommes en train de réfléchir sur l'État, sur l'identité nationale et sur comment est-ce que nous pouvons sortir de ce qui, dans ce bourbier dans lequel où la République démocratique du Congo est trempée. Donc il y a des choses qui sont vraiment flagrantes et que nous n'arrivons pas vraiment à décoller de là où nous sommes. Nous voyons le pays en train de se détériorer, les régimes changent, c'est comme quelqu'un qui dirait que c'est un véhicule dans lequel on a tout simplement changé de chauffeur et que c'est le même véhicule, donc il n'y aura pas, même s'il y a changement de chauffeur dans ce même véhicule, nous continuons à croire qu'il y aura quand même un certain moment où les gens vont réveiller leur conscience et ils vont commencer même à aller dans la bonne direction. Au fait, quel est le problème aujourd'hui? C'est l'identité nationale. Quand nous partons de l'article 10 de notre Constitution. Nous voyons qu'il y a des choses qui ne sont pas respectées. L'article 10 n'a jamais été respecté. L'article 10 est... Donc on continue à s'embrouiller. On continue à se rechercher. Qui est le Congolais? Où est le pouvoir du Congolais? Au fait, aujourd'hui, nous allons prendre comme base de nous interroger sur le pouvoir réel du Congolais. Où est le pouvoir du Congolais? Est-ce que le nouveau président, dans cet environnement d'aujourd'hui, est-il capable vraiment de changer les choses? Est-ce que les gens qui arrivent au pouvoir peuvent changer les choses? Est-ce que tout le monde, est-ce que ce qui est à la tête de notre pays reflète effectivement le pouvoir que devrait avoir le peuple congolais? Est-ce que c'est le peuple congolais qui dirige effectivement le pays? Ça, ce sont des questions auxquelles cas, des questions fondamentales. Effectivement, lorsque nous posons ce genre de questions et en observant la situation sur le terrain, on se dit que non, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qui cloche exactement? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui empêche à ce que le Congolais puisse récupérer son pouvoir? On peut se poser beaucoup de questions. On se dit, mais il y a les Congolais qui cherchent à récupérer le pouvoir. Il y a les Congolais qui demandent à ce qu'il puisse développer son pays. Le Congolais n'est pas maître de son propre terre. Les terres ne sont pas disons, à la disposition de leurs propriétaires. Donc, ce sont les conséquences du système qui nous gère aujourd'hui. Donc, ainsi donc, si nous pensons que nous avons le pouvoir de diriger notre pays, nous devons aussi avoir cet amour, cette possibilité, cette liberté de penser que nous devons changer les choses. Parce que le système qui nous dirige aujourd'hui, c'est un système qui nous a été imposé et nous nous sommes trempés et nous avons bandé, nous avons oublié notre culture, nous avons oublié d'où nous venons. Il y a quelque temps, sur cette même plateforme, nous réfléchissons avec un vieux, avec un homme intelligent, un homme qui est en train qui a écrit le livre. Et quand nous commençons à coller de gauche à droite tous ces écrits-là, on voit qu'il y a quelque chose qui cloche effectivement et que les Congolais devraient à un certain moment s'arrêter et dire finalement où est-ce que je vais? Est-ce que ce système ici va faire décoller l'économie de mon pays? Parce qu'effectivement, nous sommes des valets des étrangers. Nous tentons d'appeler M. Bruno Katsumpa.
qui voulait justement donner son point de vue sur le mode de gestion. Comment est-ce qu'on peut gérer les entités de base. Donc nous allons tenter un peu de l'attraper encore une fois de plus, parce qu'il a quand même accepté de nous joindre sur ce débat ici. Alors bonjour Monsieur Bruno Katumpa. Oui, bonjour Germain. Ok, ouais. Papa Bruno, nous avions, je ne sais pas si vous nous aviez suivis, nous sommes en train de réfléchir sur le mode de la gestion de la base. Bon, il y a une tendance qui est en train de croire que la base devra être gérée d'une façon tribale ou linguistique. Mais il y a ce qui est aujourd'hui, on voit que la base est gérée par des politiques. Donc les partis politiques se mobilisent autour d'une idéologie et puis ils essaient un peu de se dire que c'est ça la base et c'est ça qui est constitué comme les entités de base de notre démocratie actuelle. On fait véhiculer une idéologie et on amasse la population derrière. Mais aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous voyons ces partis politiques qui sont pratiquement des poches, qui sont dans les poches des gens, qui n'ont pas peut-être des gens, qui sont tenus par des gens qui ont l'argent et ce sont eux qui ont le pouvoir. Est-ce que vous avez une idée sur enfin, quel est votre point de vue? Quelle est votre lecture actuellement sur le mode d'encadrement de la masse ou bien de la base? Bon, Papa Germain, merci pour me poser une question qui est au cœur des réalités politiques chez nous en ce moment. Le mot base est utilisé vraiment d'une manière dynamique par les militants de l'UDPS. Oui. Et j'ai souscrit beaucoup ces dernières années à leur démarche parce que c'est une démarche vraiment militante. Des gens qui s'expriment sans être intimidés, qui s'expriment avec leur sens de liberté, vraiment louable en général parce que ça incarne un peu l'esprit de la démocratie qui prône la liberté d'expression, les droits individuels, voyez, et puis la justice. Oui. Bon, dans ce sens-là, je trouve que la justice, c'est au niveau autant public que social. C'est-à-dire, quand il y a l'injustice sociale, ces gens décrivent ça et dénoncent ça sans tenir compte ou faire des faveurs aux uns ou aux autres. C'est une attitude qui est louable. Bon, maintenant, c'est à quelle fin tout cela est en train de servir. Je pense que c'est peut-être la question à laquelle il faut s'atteler, sur laquelle il faut s'atteler. Parce que je peux donner un exemple. Quand Félix était à Genève, et qu'il y a eu ces accords entre les Fayoulo, qu'il a compris après que il y avait un faux jeu, il y avait une manipulation, il y avait un montage. Il était revenu sur sa décision parce que ce sont des gens qui avaient une façon claire de voir les choses et qui déjà même avant d'aller à Genève étaient en train de mettre en garde, d'avertir le parti contre tout dérapage et manipulation. Donc bon, ils ont servi d'avant-garde dans le cas de l'UDPS, oui, pour réorienter le parti et défendre la raison de la lutte même du parti, qui est le bien-être social,
la justice et l'avènement d'un état de droit. Bon, ça c'est un aspect. Nous parlons d'une base politique. Mais ici, maintenant, vous faites allusion aux tribus. Exactement. Vous voyez? Maintenant, vous faites aux tribus et maintenant vous posez une question qui est vraiment controversée parce que vous parlez de la base et vous mélangez ça aux tribus. Bon, maintenant, la réalité est celle-ci aussi, c'est que notre pays est un pays hautement tribalisé. Je peux faire le constat que cela est devenu exacerbé avec l'avènement des divisions et multiplications de provinces, où vous voyez que, contrairement à ce que nous avions vécu à l'époque de Mobutu, vous ne pouvez pas prétendre à un mandat quelconque dans un territoire où vous n'êtes pas originaire. Si nous allons dans le fond du pays, bon, ça devient une division qui, à mon sens, devrait interpeller le Congolais quant à savoir quels sont les avantages et les désavantages de ce genre de division. Parce que, quelque part, on a décrié avec cette histoire des Minembwe que tout cela devait être destiné à servir la cause d'une minorité qui pourrait se prévaloir sur un territoire dont il n'est pas. Il n'avait pas de légitimité. Donc, cette histoire sert même à des ambitions qui ne sont pas vraiment justes par rapport à notre histoire. Que nous ayons des Rwandais qui vivent au Congo et qui sont devenus Congolais, ça c'est une chose, c'est normal. Dans un pays où il y a la justice, il y a les lois, on peut acquérir la nationalité par naissance ou bien on l'adopte. Donc la naturalisation existe et les lois prévoient cela. Bon, maintenant, quand vous allez dans une histoire où vous avez un territoire où on tue les gens, pour pouvoir maintenant imposer une certaine perception des choses, et vous voyez en dehors de ces territoires, il y a un climat où, si vous n'êtes pas originaire d'un tel territoire, vous n'êtes pas permis de vous présenter comme candidat. Exactement. C'est la dislocation. Si nous parlons de quoi, de la balkanisation, mais là c'est une balkanisation qui a déjà été entamée, installée, évoquée. Excusez, monsieur Bruno, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a... tout ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'une conséquence d'une politique qui n'a pas réussi? Parce qu'on n'a pas pu respecter effectivement la Constitution. Dans la Constitution, nous avons les entités de base qu'on n'avait pas donné de pouvoir. Disons qu'on a arraché le pouvoir, ces entités de base qui étaient les tribus et les ethnies. Parce que là, c'est la même chose entre les tribus et les ethnies. Donc, on n'a pas donné le pouvoir administratif, économique et même culturel de ces tribus-là, qui font des composantes de la République démocratique du Congo, selon la définition qui est dans l'article 10 de la Constitution. Je vous comprends, mais là, il y a beaucoup de controverses. Vous savez, j'ai évoqué le cas de la période de Mobutu où la politique avait imposé que tout Congolais partout où il se retrouverait soit libre d'aspirer à toute position politique et de se pratiquer chez lui partout où il serait. Bon, c'était une marche qui nous avait avancé dans l'instinct national